Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On espère que tout va bien. C'est vendredi, vous allez peut-être travailler ce week-end. En tout cas, vous souhaite bon courage, vous partirez en week-end. Philippe David, vous allez faire quoi? Bonjour, vous allez faire quoi ce week-end? Regarder du rugby. Oui, regarder du football. Ok, d'accord. C'est l'intellectuel. Et vous comptez regarder votre épouse à un moment donné? Oui. Ah oui, d'accord. Ce soir, on est même de sortie. Du tout. Vous continuez à festoyer. Oui. Ce soir, vous emmenez Madame Isabelle. Oui. Nous allons dîner dans un restaurant, non, avec un couple d'amis très sympathique et dégustation de vin en plus. Ah, vous avez des amis, c'est bien. Ah, Le rugby, s'il est dans un esprit de rugby, normalement il a plein d'amis. C'est une troisième mi-temps permanente, la vie de Philippe David. En tout cas, ce numéro de téléphone 0826 300 300 pour pouvoir participer à la mission avec du débat et des opinions à partager sans modération. Allez, au sommaire de cette émission, Emmanuel Macron qui promet plus d'autonomie pour la Corse. L'objectif, pouvoir demain adapter les normes aux spécificités de l'île. Les élus corses ont donc 6 mois pour s'entendre avec le gouvernement sur le nouveau statut. C'est la réponse de l'État aux victoires électorales des autonomistes en Corse. Le président de la région Bretagne en réclame tout autant déjà, Philippe. Oui, Loïc Chenet-Girard a tweeté que le chef de l'État, je cite, ne doit pas oublier les autres collectivités de France. Hier, pendant la conférence des régions, il remettait à Elisabeth Borne un rapport réclamant plus d'autonomie pour la Bretagne. Alors une question, après la Corse, la Bretagne, pourquoi pas le Pays Basque, l'Alsace, ou encore, pour faire plaisir à Cécile de Ménibus, la Beauce. Oui. La Beauce autonome. Absolument. Alors est-ce que vous pensez qu'il faut donner plus d'autonomie à la Corse, à la Bretagne, à aucune des deux et ou aux deux? Vous pouvez nous répondre et évidemment appeler au 0826 300 300. Et pour l'instant, c'est plutôt aux deux à 26% et à aucune des deux à 56%. À 26% et 56%. Absolument. C'est un sondage jacobin. C'est ça. Et pour le coup de projecteur à 18h30, métro, train, cinéma et hôtel, les punaises de lit font trembler la mairie de Paris, la RATP et la SNCF, alors que la France entière s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques et les Paralympiques en 2024. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la maire Anne Hidalgo, a donc adressé une lettre à la première ministre Elisabeth Borne demandant un plan d'action à la hauteur de ce fléau, Philippe. Oui, selon un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire alimentaire nationale, les punaises de lit concernent plus d'un foyer sur 10 en France. Le ministre des Transports convoque les opérateurs de transport pour préparer la contre-offensive. En chiffre, 230 millions d'euros dépensés chaque année par les foyers français entre 2017 et 2022 pour éradiquer ces punaises de lit, soit une moyenne de 866 € par foyer pour s'en débarrasser. Vous avez été ou vous êtes victime des punaises de lit? Vous racontez-nous, venez nous le dire au 0826 300 300. Et donc là, cette question, est-ce que vous avez, vous, peur d'être victime de ces punaises de lit? Vous dites un grand oui à 52%. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger est rentré de Lyon en bonne, j'allais dire en bonne et due forme. Vous allez voir, oui. Pour les formes, on peut en parler. Il a dégusté un Jésus, 3 cervelles de canut, 2 rosettes en une après-midi. Inutile de dire. C'est bien qu'on fait la foire après. Ah ouais, c'est ça. C'est une très belle équipe, en tout cas, cette équipe des vraies voix Sud Radio en général. Avec nous, Franck Tapiro, publicitaire. Bonsoir, comment ça va? Très bien. Un petit coup de nez, j'en parlais tout à l'heure, mon petit coup de gueule dans le taxi, enfin si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il faut quand même qu'un jour on parle des problématiques de service client en France, que j'appelle moi le service client, et je pense que ça se généralise. Les grandes marques ont oublié qu'aujourd'hui les clients c'était leur première valeur. On a l'impression qu'on est là que pour payer. En revanche, on paye, mais alors la qualité du service elle est aléatoire. Les retours maintenant ils vous envoient, enfin on en parlera tout à l'heure. Je sens qu'avec Franck ça va être le laconisme. Ouais. Vous allez voir, absolument. Un mot toutes les 20 secondes. Et Elisabeth Lévy sera avec nous dans quelques instants, et comme chaque jour 0826 300 300, vous avez ce numéro de téléphone pour nous laisser des petits messages, et écoutez celui-ci. Oui, j'écoute comme chaque jour les vraies voix. Philippe David a eu raison de dénoncer ce qu'on allait faire là au boulanger. Il y a d'autres urgences quand on voit ces boulangeries qui ferment, ces boulangers qui se suicident. Il y a les TPE, les PME qui sont en difficulté, et c'est pas du pessimisme, c'est de la lucidité. Il y a des artisans qui refusent des chantiers parce que avec le coût de l'essence. Et aussi un sujet dont il va falloir vraiment là aussi agir, c'est les marchés. Il y a certaines communes qui n'ont plus de marché et des commerçants
qui arrête. Alors, ce qui faisait le bon vivre de la France est en train de foutre le camp. Et on se dit, mais comment ça va se terminer? On ne peut pas laisser crouler notre pays qui était si beau, si apprécié, par ces énarques et ces technos qui nous foutent en l'air. Voilà, merci à Sud Radio. Merci beaucoup Claire, voilà, ça montait c'était crescendo. Ah oui. Là, elle a un ton très Sud Radio. Oui. Je vais rendre hommage à Cécile parce que mon coup de gueule d'hier sur les boulangers et la nouvelle quantité de sel obligatoire à compter de dimanche parce qu'on a encore changé la norme, c'est vous qui m'avez dit ça c'est un bon sujet et je suis entièrement d'accord et ça fait réagir et arrêter d'emmerder les Français. Voilà, c'est ça. Ce message, Franck Tapiro, forcément, on ne peut que aller dans son sens. On peut qu'aller dans son sens. Finalement, ce que je disais tout à l'heure, le début de mon coup de gueule laconique, comme vous l'avez très bien dit, aller dans ce sens-là, c'est qu'en fait, on se fout de la gueule, les Français aujourd'hui, mais à plein de niveaux. Et je le dis en tant que client, en tant que citoyen, en tant que votant, en tant qu'entrepreneur. C'est inouï à quel point aujourd'hui on est là pour payer pour fermer notre gueule. Bah non. Et bah justement, 2 secondes. C'est marrant parce qu'il y a un nom auquel on est toujours extérieur. Si vous voulez, c'est parce qu'on dit on emmerde les Français, on nous traite mal, mais il y a bien des gens, si vous voulez, derrière. Par exemple, et moi je crois qu'il y a un problème de système au-delà des individus. Il y a un problème d'irresponsabilité en France. Complètement. Il y a par ailleurs un problème évidemment de technocratie, je veux dire de façon de faire de l'administration qui est d'ouvrir des parapluies, mais je veux dire, tout le monde est concerné en fait. Il n'y a pas un on. Je vois pas où il est ce on. On est un con, on le dit souvent. Oui. Allez. Et on retourne au standard au 0826 300 300 et c'est Daniel qui est avec nous d'Arzon dans le Morbihan. Bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Bonsoir Cécile. Bonsoir à tous. Vous vouliez, comment ça va Daniel? Vous vouliez pousser écoutez, aussi je vais bien. Il fait beau en Bretagne, dans le Morbihan. Très bien. Oui, je voulais en fait pousser un coup de gueule. Le terme n'était pas bien choisi vu le sujet qui me préoccupe. Vous savez, c'est la disparition des enfants, des jeunes, notamment de l'INA, dont on parle actuellement. Et sur ce terme, vous savez, disparition, alors que bien souvent, personne ne disparaît réellement, à part les disparitions volontaires. Et je me souviens d'un article que j'avais lu il y a quelques années, un enquêteur au FBI qui était justement dans les équipes qui recherchent les enfants, les mineurs, à travers les États-Unis, et où il disait que le fait d'utiliser ce mot disparition, eh bien, ça fermait beaucoup de portes. Vous voyez, pour les enquêtes. D'accord, oui. Et que finalement, l'important était de dire que, il y avait aussi une situation qui était anormale et qu'il faudrait peut-être, dès le départ, utiliser plusieurs mots. D'accord. Le procureur, oui, mais Philippe Bilger. je me demande si, au départ, il y a toujours une disparition, la plupart du temps, et ensuite, malheureusement, il y a parfois une tragédie. Et donc, même sur le plan judiciaire, on fait la différence entre les deux notions. Donc, il arrive que, malheureusement, parfois, très rapidement, on ait la certitude de la tragédie, mais en général, disparition, et puis ensuite, l'issue tragique. Ouais. Trop souvent. Souvent. Ouais, la disparition, c'est un état de fait. Oui. Je crois pas que ce soit polémique en fait comme choix. Mais parfois il y a des disparitions qui restent jamais élucidées. Je pense à la petite Marion Wagon qui avait disparu en 1996 à Agen, ou la petite à Guermantes dont on suppute maintenant que c'est Fourniret qui l'aurait tué, Estelle Mouzin. On ne sait pas. C'est vrai. Ce qui est terrible, c'est surtout, je pense aussi évidemment aux familles directes, les amis, c'est de ne pas savoir. Le pire, c'est de ne pas savoir. Parce qu'une disparition, c'est déjà compliqué, mais quand on ne connaît pas une cause, une raison ou un indice, quelqu'un dit, on est encore plus perdu. Donc, permettez de prendre l'autre volet moins tragique de cette circonstance. Moi, je trouve qu'il y a. Moi, je sais pas, vous avez jamais eu le fantasme, vous, de disparaître, de changer de vie, de vous barrer? Je vais acheter une baguette et puis j'en reviens plus. Si, mais ça aurait fait trop plaisir à certains. C'est vrai. Donc je reste. Mais je vous signale qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. C'est vrai. Parce que n'importe qui, vous arrivez quelque part, quelqu'un va regarder sur je sais pas quoi, Facebook. C'est pour ça qu'il faut rien mettre sur les réseaux sociaux. Elisabeth, c'est dans le problème, on disparaît. Le problème, c'est que si vous disparaissez et que personne vous réclame, ça fout les boules. Moi, je vous le dis, ça fout les boules. C'est clair. Moi, je serais capable de me téléphoner moi-même pour dire. Mais moi, je paierais une rançon pour vous. Il y a des gens qui disparaissent parce qu'ils ont changé de vie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Notamment
Je sais pas pourquoi, moi je trouve que c'est un fantasme assez agréable. Un grand footballeur français qui est le père de Lucas et Théo Hernandez qui a complètement disparu il y a quelques années. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. Vous placez le foot partout. Réquisitoire du procureur avec Philippe Bilger. On parle de quoi avec vous, Philippe? On parle du ce que j'appelle le terrifiant corporatisme des groupes politiques. Je peux commencer, ma chère? Non, il y a la pub d'abord. On fait une petite pause. Allez, on revient dans quelques instants. On est ensemble avec tous nos éditorialistes jusqu'à 19h. À tout de suite. Les auditeurs de Sud Radio soutiennent l'équipe de France. Allez, les Bleus. Vous êtes les meilleurs. Tous derrière les Bleus, avec Sud Radio, la radio de la Coupe Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous cherchez des vraies voix, ne cherchez pas, on a les meilleurs. Ils sont là, de toute façon, c'est dans les vraies voix. Chaque jour de 17h à 19h avec Philippe David. Et Philippe Bilger est avec nous ce soir. Ça va, Philippe Bilger? Ah, mais très bien. Bon, t'écoutez trop bien. J'espère que ça ira après. Mais... Oui, très bien. Elisabeth Lévy, ça va? Elisabeth qui vient de découvrir ce qu'il y avait sur la table. Voilà. Alors, on va rendre hommage, c'est une rosette de Lacaune-sur-Tarn, de Lacaune-les-Bains. Et on les remercie d'ailleurs. On les remercie. On était en émission la semaine dernière là-bas. Et alors, vraiment, 3 kg 442. Ce week-end, j'investis dans une trancheuse. Il y en a marre de la voir. Hein. Ça peut être une arme en cas d'agression. Je vous le dis. Je peux vous dire, c'est du lourd, hein, c'est du solide. Et Franck Tapiro est avec nous. Bonsoir Franck Tapiro. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Avec vous 1 an de prison ferme aménageable pour Alexandre Benalla. A priori, il ne sera pas incarcéré. Ce sera sous bracelet électronique. Record de chaleur en septembre, le plus chaud de l'histoire selon Météo France. Et puis 300 kilos de cannabis dévoré par des moutons. En 3 mots, ça donne prison, record et cannabis. Merci Félix Mathieu. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et c'est contre le corporatisme des groupes politiques que vous voulez requérir, monsieur le procureur. J'ai cru comprendre qu'Elisabeth Lévy voulait m'interdire de requérir. J'entendais sa chère voix. Je croyais qu'on avait une pub, pardon. Désolé. Déjà, au sein de ces vraies voix, j'ai des dissidents qui m'attaquent. C'est scandaleux. Allez-y, mais Philippe. je plaisante, hein, ma chère Elisabeth. J'ai entendu ce matin l'entretien de Jean-Jacques Bourdin avec Mathilde Panot. Et à un moment donné, il lui a demandé ce qu'elle pensait d'une insulte, tout de même très nette, proférée par Sofia Chikoriou à l'encontre des tafioles. On peut dire, voilà, tafiole. Je ne connais pas le détail de l'expression, mais il y avait tafiole. Et évidemment, Mathilde Panot a dit « Je sais ce que c'est de l'homophobie ». Ce qui m'a surpris, elle le constate, elle le fait, mais en revanche, elle est incapable de dire, par une sorte de corporatisme partisan, elle est incapable de dire que c'est pas bien de la part de Sofia Chikero. Elle a un mal fou à répondre en disant chez nous on ne stigmatise pas, chez nous on n'est pas homophobe. Elle n'est même pas capable de dire, en l'occurrence son est, elle l'a eu, peut-être ne l'est-elle pas en général, mais là elle l'est. C'est exaspérant parce que ça dépasse très largement LFI. Je connais d'autres partis où il y a le même corporatisme et je pourrais aller dans d'autres services publics, dans d'autres institutions. Le judiciaire est pas mal dans ce domaine aussi. Elisabeth Lévy, comme disait Sarkozy, à défendre l'indéfendable, on tolère l'intolérable. Ouais, oh là là, c'est trop compliqué pour moi ça. Avec l'accent. Non mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait Philippe vient de décrire très exactement l'effet concret de l'idéologie. C'est-à-dire que, évidemment, il est plus important, donc ça, il y a une logique de clan derrière l'idéologie, puisqu'il est plus important de défendre l'Église, de défendre le dogme, que de défendre le parti, en quelque sorte. Ouais. Rappelez-vous, il faut surtout il faut attention de ne pas affaiblir le parti, c'est ça l'idée. Alors je me demandais quand même, je vous repose la question, parce que est-ce que vous avez vraiment l'impression que tous les partis sont égaux par rapport à ce type de mauvaise foi ? Je pense à des partis à droite où je pense qu'il y a aussi un terrifiant corporatisme. Je pense que ça n'est pas seulement LFI. J'ai pas des exemples en tête, là, Elisabeth, mais je crois que, et j'espère que Franck, comme c'est votre première, on a l'obligation d'approuver Philippe Bilger. Non seulement j'approuve, mais je vais aller même un peu plus loin. D'accord. Parce que vous considérez qu'LFI est un parti, moi j'ai toujours considéré que c'était une secte dirigée par un gourou.
qui n'avaient plus du tout une action politique. Ils n'ont pas d'action politique. Ils sont dans l'hyperdogme. Un exemple, il y a eu un exemple il n'y a pas très longtemps. LFI est évidemment contre les violences faites aux femmes. Sauf quand il s'agit de Quatennens. Vous vous rappelez pas quand même le temps qu'ils ont mis avant que ça leur monte au cerveau de se dire mais Quatennens a donc giflé sa femme. Est-ce qu'on peut considérer que c'est de la violence faite aux femmes? Vous vous rappelez pas comment ils ont fait une conférence de presse avec que les femmes de LFI avec votre exemple. C'est pas d'accord. Non, parce que là, au contraire, on sentait un malaise. Mais là, c'est pas du tout. Ils ont mis du temps. Pourquoi? Parce que ça a monté. Elles ont mis des jours, pour avoir des semaines avant de se réunir entre elles pour considérer qu'évidemment, on pouvait considérer que Quatennens pouvait être comme quelqu'un d'autre, de lambda, qui soit LFI, de droite ou de gauche. C'est un citoyen coupable d'avoir giflé sa femme. Et encore une fois, quand on n'est pas capable de balayer devant sa porte, on finit comme une secte, comme la LFI. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix, prison, record et cannabis. 3 ans de prison dont un ferme aménageable pour Alexandre Benalla, peine confirmée en appel pour les violences sur des manifestants le 1er mai 2018. Encore un nouveau record, le mois de septembre a été le plus chaud jamais enregistré dans l'Hexagone, selon Météo France. Et puis quand des moutons se mettent à bondir comme des déments après avoir brouté près de 300 kilos de cannabis en Grèce, le troupeau a dévasté une plantation à usage thérapeutique. Les vraies voix Sud Radio. C'est une vidéo qui avait ébranlé le début de la présidence Macron, celle d'un proche collaborateur du nouveau chef de l'État frappant des manifestants à Paris le 1er mai 2018. Regardez bien sa tête. Arrête, putain! L'ancien chargé de mission de l'Élysée vient d'être condamné en appel à 3 ans de prison, dont un ferme aménageable, peine identique à celle prononcée en première instance pour ce qui était devenu une affaire d'État à l'époque. J'ai commis un certain nombre d'erreurs. Des erreurs que j'ai reconnues volontiers auprès de mes proches, auprès de mon entourage et que je reconnais publiquement devant vous. Et je l'ai fait également devant la justice. Alexandre Benalla qui s'explique devant la justice, mais aussi on l'entendait devant les sénateurs. Même le locataire de l'Élysée avait dû en répondre. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. L'ancien monsieur sécurité de l'Élysée, aujourd'hui âgé de 32 ans, est aussi condamné pour détention illégale d'armes et usage frauduleux de passeports diplomatiques après son licenciement. Un enferme aménageable, ça veut dire que concrètement, il ne sera pas incarcéré. En première instance, par exemple, le tribunal avait opté pour un bracelet électronique. Alexandre Benalla travaille aujourd'hui en Suisse où il s'est reconverti dans le privé. Un petit commentaire. Oui, parce que le petit extrait vidéo est très important par rapport à la mythomanie de certains journalistes sur ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, le boulevard Saint-Germain, le jour de cette déclaration. Vous avez bien entendu qu'il a dit quoi? Il a dit qu'ils viennent. Non, pas Nicolas Sarkozy. Regardez comme je suis déjà. Je me disais, c'est bizarre. Emmanuel Macron a dit qu'ils viennent le chercher. Vérifiez sur Google, depuis plus de 4 ans, il n'y a uniquement qu'ils viennent me chercher. Ça a été utilisé par tous les journalistes, de tous les partis d'ailleurs, de toutes les sensibilités, de tous les médias, pour instrumentaliser le fait qu'il était, vous savez, ce président, on l'a dit, jupitérien. Pardon. Alors je suis désolé un moment, il faut se baser sur la réalité. Je suis ravi qu'on entende enfin le vrai extrait pour qu'on remette un petit peu la vérité sur la table. Elisabeth Lévy. Pardon, mais je trouve qu'on en a fait un peu trop. Alors j'essaye de m'expliquer. C'est-à-dire que oui, il y a les principes, la règle. On sait tous que dans un État et dans le pouvoir, il y a aussi des coups tordus, des zones d'ombre. Et Benalla, dans ce cadre-là, c'est un personnage assez romanesque. Le type a réussi à avoir la confiance du président, à s'infiltrer dans... Bon, alors il y a l'histoire des passeports, de tout ce que vous voulez. Ça ne m'a pas l'air très très dramatique. Je sais pas ce qu'en pense Philippe. Moi, je trouve que la source de tout ça n'est pas scandaleuse. Il intervient, il n'a pas le droit de le faire. Mais après, ça révèle beaucoup de choses, tout de même, sur le fonctionnement. Allez. Donc, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Dans un roman, vous adoreriez. Dans un roman, vous adoreriez. Le deuxième mot, c'est record. La France connaît son mois de septembre le plus chaud enregistré, Félix. Septembre 2023 est le mois de septembre le plus chaud jamais mesuré en France métropolitaine, avec des températures moyennes très largement au-dessus des normales, indique un communiqué de Météo France. La métropole poursuit une série en fait de presque 2 ans au-dessus des normales de saison, après déjà un été record au niveau mondial. Le mois qui a débuté par une canicule tardive exceptionnelle n'est pas encore terminé, mais ça sera entre 3,5 degrés et 3,6 degrés au-dessus des normales, précise Météo France, avec donc une température moyenne d'environ 21,5 degrés pour ce mois de septembre. Et le troisième mot, cannabis, celui que des moutons ont dévoré en Grèce. Ouais, 270 kilos de cannabis brut
brouté par des moutons dans une plantation de cannabis. Je veux fumer de l'herbe de qualité. En fumant mon tarpé. Alors, les moutons se sont rendus dans des serres de cannabis thérapeutiques à usage médical. C'est légal depuis 6 ans en Grèce. Le troupeau était en déshérence après une tempête suivie d'inondations. Les moutons ont donc vu quelque chose de vert comme de l'herbe et ils ont tout simplement décidé de se sustenter. C'est l'explication fournie par le propriétaire des lieux qui témoigne auprès d'un journal local, Sky. Après leur repas, les moutons bondissaient plus haut que des chèvres. Alors la scène cocasse, c'est pas rien tout de même. Ça leur a peut-être un peu consolé, puisque entre la canicule, les inondations et les moutons, il a perdu quasiment toute sa récolte de cannabis médicinal. Voilà. Je veux acheter les pulls, moi, qui viennent de ces moutons, parce que je pense qu'ils auront des propriétés inouïes. Vous allez le voir. Merci beaucoup, Félix, Mathieu. Merci, restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur ce sujet devant l'Assemblée nationale Corse à Ajaccio. Emmanuel Macron a donc présenté jeudi l'autonomie pour la Corse avec des conditions. La Bretagne s'est aussi du coup portée candidate avec cette question: faut-il accorder plus d'autonomie à la Corse, à la Bretagne, aux deux ou à aucune des deux? Pour l'instant, vous dites aucun des deux, à 55%. Et notre invité Jean-Félix Acquaviva est avec nous, député autonomiste de Corse et du parti FEMU et à Corsica. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Une petite question avant un petit teasing. Fabien Roussel a dit: une autonomie ne changera rien au quotidien des Corses. Est-ce qu'il a raison? Non, une autonomie peut changer puissamment la vie des Corses, notamment avec des règles adaptées au plus près du terrain, concernant leur spécificité sur le plan économique et social. Mais effectivement, ce sera l'objet du débat à venir dans ce grand chantier. On en parle dans un instant. Restez avec nous, on fait une petite pause avec Elisabeth Lévy aujourd'hui, Franck Tapiro et Philippe Bilger. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous, 0826 300 300, ce numéro est le vôtre, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy aussi, Franck Tapiro, publicitaire, est avec nous. Et vous, bien entendu, c'est votre émission, on vous attend. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse dans la République. Qu'est-ce qu'il y a dans l'autonomie ? On ne sait pas encore. C'est une sorte de bricolage encore permanent. Est-ce que la Corse est dans la République? Est-ce qu'elle ne l'est pas? C'est une région qui vit quand même très largement des subventions du continent. On nous fasse confiance parce qu'on est à même, je pense, de gérer au mieux nos territoires, parce qu'on connaît la population, on connaît les problématiques. On déconstruit l'unité nationale. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse, pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Et donc Emmanuel Macron promet plus d'autonomie pour la Corse. L'objectif, pouvoir demain adapter les normes des spécificités de l'île. Les élus corses ont 6 mois pour s'entendre avec le gouvernement sur ce nouveau statut. C'est la réponse de l'État aux victoires électorales des autonomistes en Corse. Et du coup, le président de la région Bretagne réclame aussi une autonomie, Philippe. Oui, d'ailleurs un virage à 180 degrés pour le président qui, on le rappelle, avait fait fouiller 70 élus nationalistes avant de les rencontrer à Bastia en février 2018. Alors, est-ce que vous pensez que la Corse, la Bretagne, puis pourquoi pas demain le Pays Basque, et puis la Catalogne, et puis l'Alsace, et puis la Flandre, et puis après tout, pourquoi pas le reste de la France, est-ce que vous pensez qu'il faut donner plus d'autonomie à la Corse, à la Bretagne, aux deux ou à aucune des deux? Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Français n'ont pas tellement envie de donner de l'autonomie, Cécile. Non, 55%, vous dites à aucun des deux. Et notre invité pour en parler, Jean-Félix Acquaviva, député autonomiste de Corse du parti FEMU à Corsica. Voilà. Vous avez un bel accent. Bravo. J'ai essayé. Il se marre, donc ça doit être nul. Une question, Jean-Félix Acquaviva. L'accent de Cécile est plutôt d'Ajaccio ou de Bastia? De Paris. Je ne prononce pas, mais je loue les efforts en tout cas. Merci. Voilà. C'est pour essayer de vous garder le plus longtemps possible. Philippe Bilger, sur cette autonomie, ça fait longtemps qu'on en parle. Oui, alors, c'est peut-être historique. Encore une fois, avec prudence et modestie, 2-3 idées. Et surtout que monsieur le député ne les voit pas comme une sorte d'hostilité de principe, évidemment pas à l'égard de la Corse que j'adore, et à l'égard de l'autonomie qui peut être un bon système. Ce qui me frappe tout de même, c'est le fait d'abord la contradiction avec ce que le président semblait vouloir en 2018, mais c'est pas la première. Deuxième élément, c'est le fait que lui-même
fonctionne sur le mode optatif. Ah, ce ne sera pas contre l'État, ce sera avec l'État, comme s'il avait conscience lui-même des risques d'une autonomie qu'il va donner. Je ne parle pas de l'excellente question de Sud Radio, le risque de contagion qui est un vrai risque. Mais troisième et dernier élément, je suis frappé de voir à quel point le président de la République, de mon point de vue, lorsqu'il est confronté à des problématiques graves qui mériteraient des réflexions approfondies, à un moment donné, selon la formule consacrée, dépassé par certains événements, il prend le parti ou bien de les administrer ou bien de lâcher la bande. Et je vois un peu cela comme cela à propos de la Corse et peut-être demain d'autres régions. Elisabeth Lévy. Oui, alors le problème, pour prolonger la dernière réflexion de Philippe, c'est que avec Emmanuel Macron, dans ce cas-là, on ne sait pas très bien si c'est du blabla qui ne va aboutir à rien ou de la haute trahison. J'exagère un tout petit peu, et c'est-à-dire qu'il est prêt, en gros, à brader la Corse. Je ne le crois pas, en réalité. Moi, cette question d'autonomie me pose un vrai problème. C'est-à-dire que, d'abord, c'est pas vraiment le moment, si vous voulez, de commencer à donner à chacun, si vous voulez, à dire à chacun que ces petites bizarreries personnelles, évidemment, je conçois que la Corse, j'y viens à des singularités, mais que ces petites bizarreries personnelles doivent l'emporter sur l'appartenance nationale, je ne crois pas. Je ne crois surtout pas que c'est le moment de lâcher du lest dans le domaine culturel, parce que là, je pense qu'il est important aujourd'hui d'apprendre le français à tous les Français, et mieux qu'on le fait, plutôt que de jouer sur les langues. Maintenant, ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est que si nos lois ne prévoient pas, si vous voulez, si une loi ne prévoit pas dans sa rédaction une capacité d'adaptation évidemment à des circonstances et à des situations particulières, c'est que je ne sais pas comment on fait nos lois, si vous voulez. On ne peut pas avoir une loi qui s'appliquerait figée comme ça, pour tout le monde. Donc, il me semble qu'on n'a pas besoin d'un nouveau statut pour faire cela, mais j'entends ce que vous dites sur le plan économique et social, vous avez raison. Franck Tapiro. Alors, je parle en tant que corse d'adoption, puisque ça fait quand même très longtemps que je suis attaché à ce pays, même si c'est une région de France, j'ose le dire, parce que quand on est en Corse, c'est vrai qu'on est en Corse, on a du mal à se dire que c'est totalement la France. J'ai toujours pensé ça depuis petit et j'y vais depuis toujours, premièrement. Deuxièmement, attention, l'autonomie, c'est pas l'indépendance. Les mots sont encore une fois très importants. On n'a pas parlé d'indépendance de la Corse, mais d'autonomie de la Corse. Et quand on connaît bien la Corse, s'il y a bien un peuple qui est autonome et qui veut son autonomie et qui a l'énergie de l'autonomie, c'est bien les Corses. Et je pense que si encore une fois c'était que quelques personnes de ci, de là, mais on a déjà une assemblée en Corse. Est-ce qu'il y a d'autres assemblées en Bretagne, par exemple? Non. Au Pays Basque? Non. Donc on a déjà depuis 2018... Puis ça remonte à loin, mais depuis 2018, une assemblée de Corse qui fonctionne très bien. Il y a des assemblées dans tous les départements français, non, je vous le rappelle. Je parle de cette assemblée de Corse qui a une particularité par rapport aux autres, c'est qu'elle traite la Corse justement dans ses particularismes locaux qui sont importants pour leur culture, pour leur identité. Donc on dit au revoir au modèle républicain. Mais non, pas du tout. Là, au contraire, une grande république aujourd'hui en 2023, c'est au contraire l'addition de particularismes qui sont dans leur différence et dans leur unité. C'est tout le contraire de la République. Mais non, mais pas du tout. Il faut le penser différemment aujourd'hui, de façon plus moderne. Jean-Félix Aquaviva, vous avez vu que le sujet Corse déchaîne les passions dans toute la France. Alors faites le juge de paix. Tous la Corse. Oui, c'est vrai. Ah, ça c'est clair. Voilà. Oui, je vois ça. Si je peux me permettre, dans ce débat, il y a beaucoup de choses qui sont dites, certaines malgré, d'autres moins, mais ça c'est normal, c'est la démocratie. Vous savez, ce qui nous a posé problème en tant qu'élus corse, et ce qui nous pose problème, mais pas qu'aux élus corses, à tous les Corses, quelle que soit leur opinion, j'insiste là-dessus, quelle que soit leur opinion, c'est la négation du fait démocratique depuis 2015. Les autonomistes et nationalistes corses ont remporté 3 élections régionales territoriales en faisant 35% en 2015. Ils ont fait 54% en 2017 pour faire 70% en 2021. Oui. Sur un projet d'autonomie très clair, avec un contenu très clair qui visait à changer la vie des Corses et à dire pourquoi. Et pourquoi il ne s'agit pas de caprices ou de bizarreries, pour reprendre un terme, parce que ça renverrait à des caprices, mais pourquoi une règle adaptée décidée localement serait plus efficace et plus agile sur les sujets qui créent des tensions énormes et sur les sujets une angoisse de dépossession. Par exemple, il y a un vrai sujet de spéculation foncière immobilière qui existe aussi ailleurs, mais en Corse dans une intensité inégalée, qui fait que les jeunes Corses attachés à leur terre et d'autres moins jeunes estiment qu'ils sont en train d'être mis dehors de chez eux.
Donc, et ça, ce sont des sujets liés au droit au logement, au droit à la terre, donc quelque chose de social très concrète, quotidienne, qui ne peuvent être résolus qu'avec l'agilité de décision d'une assemblée délibérante dans le respect de sa diversité. C'est une idée très moderne et tellement républicaine au sens démocratique que je ne vois pas le sujet culturel, politique ou philosophique posé, si ce n'est considérer l'égalitarisme comme l'alpha et l'oméga de la République. La République, c'est une modalité, pardon, il faut vous répondre. Je me permettrai de terminer en disant que la République admet déjà dans sa constitution de République indivisible des territoires qui ont un statut d'autonomie. C'est le cas en Nouvelle-Calédonie. Je parle des référendums indépendants. Je parle du statut qui gère la vie quotidienne aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie. Ils ont la capacité à faire la loi au sein de la République française. C'est le cas de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, et c'est le cas de la Polynésie française, juridiquement, qui ont le pouvoir d'édicter des règles, et ils ne sont pas en dehors du cadre républicain. Donc quand il a fallu faire des accords politiques par le passé, avec des hommes d'État, notamment de Nouvelle-Calédonie, pour créer des décongestions, pour sortir des logiques de conflit et pour trouver des vecteurs d'équilibre, le juridique, le texte fondamental, tout en étant dans la République, a évolué le plus normalement du monde. Donc je crois que qui a peur devient peureux. On ne peut pas vivre toujours avec ses craintes et ses peurs. Et je trouve que la logique défensive de la crainte crée d'abord des raccourcis, des schémas qui ne correspondent pas à la réalité juridique ou politique. Quand même, parce que là, je me permets de vous dire que moi je suis républicain dans les valeurs. Je suis républicain dans les valeurs. Mais il y a un préalable à la République. Il y a un préalable à la République. C'est le respect de la démocratie. Alors Jean-Philippe Jacot, tout le monde répond, mais des réponses courtes pour réagir. Oui, mais c'est compliqué. Pardon, mais la République, c'est pas simplement des règles. Et excusez-moi, je vais le dire, je ne suis pas sûr que dans les territoires d'outre-mer, l'esprit républicain, parce que les particularités sont tellement fortes, pardonnez-moi, que là, l'assimilation, si vous voulez, n'est même pas tentée, et je peux très bien le comprendre. Donc je ne crois pas que la Corse relève tout à fait de cette logique. La République, c'est aussi un esprit, c'est aussi toute une littérature, c'est pas simplement des règles froides, c'est l'idée. Parce que vous me dites, ah oui, si les Corses décident, alors demain, si les habitants de la Seine-Saint-Denis décident, ils ont le droit aussi. C'est évidemment la question est, quelle est la base sur laquelle on a le droit de s'autodéterminer. Normalement, l'ensemble qui a le droit de s'autodéterminer, c'est le peuple français, dont les Corses font partie. L'idée qu'il y a un autre peuple, si vous voulez, sur le sol français, me semble problématique, même si je reconnais que les territoires d'outre-mer sont à la limite. Une réponse et ensuite Philippe Bilger. Jean-Félix Sacco, une réponse courte et Philippe Bilger, oui. La réponse, écoutez, bon, vous savez, c'est pas parce que de loi ou un texte constitutionnel ne reconnaît pas un peuple qui n'existe pas. Hein. Moi, ça fait 1000 ans que ma famille est en Corse, que l'on parle corse, on est administrativement génois, pisan, et ce peuple trouve à ses sources étrusques, il a une langue, une culture, un attachement à la terre. Donc tout cela ne peut pas être nié par n'importe quel texte de loi, et à la limite, c'est au texte de loi d'évoluer une réalité culturelle historique plutôt que de l'inverse, sauf à vouloir dissoudre ces communautés dans une assimilation égalitariste qui, à mon avis, n'est pas bonne même pour la République française elle-même, clairement. D'ailleurs, si ce problème corse existe, c'est bien qu'il y a eu des tensions avec une réalité humaine qui a continué d'exister malgré 1793, je dis pas 1793, et malgré le Troisième République. Donc la question, elle est très simple. Il y a un fait démocratique aujourd'hui insulaire très fort. Il y a des réalités qui ne sont pas permises par la loi nationale. Et ce que vous avez dit au début, madame, est très vrai. Je vous garantis que la loi nationale ne permet pas d'adapter les spécificités parce que la loi nationale est égalitariste. Et ça vaut pour la Corse. Ça vaut, on l'a tenté 1000 fois. Jean-Félix Bilger veut réagir. Philippe Bilger court parce qu'après le 0826 300 300. Je vais très vite. Monsieur le député, je n'ai pas été totalement convaincu, mais par votre argumentation pour démontrer qu'en réalité, les autres régions ne pourraient pas bénéficier d'un statut d'autonomie. Mais c'est pas le sujet. Une fois qu'on a rendu hommage à la Corse, et nous l'avons tous fait sincèrement, j'ai toujours été frappé dans l'esprit corse par une volonté très contradictoire, à la fois de s'estimer pleinement en France et d'autre part de revendiquer un tout petit peu une sorte d'autonomie, voire d'indépendance, comme si on regrettait de devoir se dire en France. Est-ce que vous ne craignez pas que l'autonomie soit un premier pas vers autre chose? Très court, Jean-Félix Sacco-Viva, parce qu'on part au 0826 300 300.
Très simplement, l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance. L'autonomie, c'est dans un cadre d'un État unitaire. Ça existe en Sardaigne, en Sicile et ailleurs, dans des cadres républicains, certes fédéraux, mais qui sont républicains. Donc ce n'est pas l'indépendance, c'est la capacité à dicter des règles. Et clairement, aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est un point d'équilibre qui permet de respecter une réalité sociale, économique et culturelle où il n'y a pas matière à régler les problèmes et aussi à reconnaître l'identité et l'appartenance à la République. Je suis totalement pour les valeurs républicaines. Je veux dire, les fondations d'une constitution corse de 1755 étaient républicaines, avec le droit de vote aux femmes, avec séparation des pouvoirs. Donc tout cela ne nous est pas étranger, bien au contraire. Et je ferai un clin d'œil pour les 80 ans de la libération. La résistance corse en 1943 n'a pas attendu pour se libérer. Et même le général de Gaulle n'était même pas d'accord. Elle a pris l'initiative de par elle-même pour maîtriser le destin de sa libération. C'est ça la vérité historique. Allez, et après, il y a beaucoup de justes encore. L'île des Justes, c'est le seul endroit au monde. Il y a beaucoup de justes encore. C'est le seul endroit au monde qui est considéré comme l'île des Justes. On l'appelle comme ça. Oui. Allez, 0826 303 ans. Daniel, vous vouliez réagir? Daniel du Morbihan, donc de Bretagne. En Bretagne, effectivement, il y a beaucoup d'élus de différents courants qui sont également pour cette autonomie. Mais en fait, il y a aussi l'argument suivant de voir comme un levier aussi pour plus d'efficacité dans l'action publique, vous voyez, concernant les projets éducatifs et puis aussi le logement qui est un grand problème en Bretagne, notamment sur la côte. Absolument, Daniel. On parle du logement, forcément, Jean-Félix Acquaviva, du logement et surtout de l'immobilier en général, en Corse. Oui, parce que vous avez une croissance du prix de l'immobilier sur 10 ans qui est de 137%, deux fois plus rapide que la moyenne de la croissance des prix immobiliers en tant que 2 fois plus rapide. Vous avez un revenu médian insulaire qui est inférieur de 15% au revenu médian moyen. Vous avez un corps sur 5 sur le seuil de pauvreté. Donc oui, évidemment, la confrontation sur un territoire où la rareté foncière est par nature la règle géographique, île-montagne, avec une réalité sociale, vous avez des maisons qui se vendent de 5, 7 et 10 millions d'euros avec des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois, crée un sentiment de dépossession parce que la règle générale ne permet pas. La règle générale ne permet pas d'appréhender cette spécificité d'intensité de situation. Allez, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de statut lié à ce qu'on appelait l'indivisibilité? Est-ce que ça n'a pas aussi perturbé un tout petit peu, disons bloqué un tout petit peu le marché immobilier en Corse? Non, pas du tout, parce que le taux de croissance des logements nouveaux en Corse est le plus fort de France, même malgré l'indivision. Ça construit à bloc, excusez-moi l'expression. Le problème, c'est que c'est pas que ça. Il n'y a pas de crise de l'immobilier en Corse, encore aujourd'hui, contrairement à ailleurs. Ça construit beaucoup. C'est ce qu'on y construit. Or, on y construit des logements secondaires et non pas des logements intermédiaires et non pas des logements sociaux. Donc, il y a un problème d'adaptation de la règle, l'édiction d'une règle fiscale urbaine de préemption qui permet de réguler ces phénomènes. Et ça, c'est une réalité objective qui touche tous les Corses. Jean-Félix Acquaviva, 6 mois pour mettre en place cette autonomie, c'est suffisant? Ça me paraît très court. Vous savez, d'abord, l'Assemblée de Corse a beaucoup travaillé, a fait déjà des propositions concrètes. Oui. Ce à quoi il faut se référer dans les 6 mois, c'est l'article dans la Constitution. C'était la dizaine de lignes qui ouvrirait le champ ou pas, selon la réforme constitutionnelle, à ce que l'on construise dans la loi organique qui suit, parce que c'est ça le système, un statut. Et évidemment qu'il y a des points d'équilibre à trouver. Nous ne sommes pas là pour dire c'est tout ou rien. Nous sommes là pour dire qu'il y a des choses essentielles pour la reconnaissance des insulaires dans leur identité, dans leur langue, mais aussi pour la vie économique et sociale. Il y a des choses qui le sont moins. Et nous sommes là pour construire ensemble cette logique. Nous ne sommes pas là pour créer les conditions d'une rupture, mais tout simplement de sortir de l'ornière et faire en sorte que à l'incompréhension succède enfin une nouvelle ère. Merci beaucoup Jean-Félix Acquaviva d'avoir été avec nous, député autonomiste de Corse du parti Femu Corsica. Voilà. Femu Corsica. Voilà, c'est fou. Ça s'est amélioré quand même. Sur un quart d'heure. Bravo. Faut que je retourne. Pourtant, j'y vais souvent encore. Allez. Ramenez-nous un figatelli. Vous restez avec nous dans un instant. On se détend un petit peu avec le quiz de l'actu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, on est ravis de vous retrouver avant votre week-end. Si vous êtes déjà sur la route, merci en tout cas de nous accompagner et de vous... Enfin vous avez bien compris, allez tout de suite. La fille qui paye les pédales, complet. Allez, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, Franck Tapiro, publicitaire, et vous au 0826 300 300. En tout cas, c'est Daniel qui est avec nous et on sera avec elle pour le quiz de l'actu.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Daniel qui nous appelle du Morbihan, non libre pour l'instant, non libéré. Daniel, vous savez que c'est vous qui répondez d'abord à la question et ensuite ce sont les vraies voix. Si vous donnez une mauvaise réponse, qui peuvent répondre à votre place. Allez, on démarre tout de suite. Le qui, c'est qui l'a dit? L'écologie qui n'est pas anticapitaliste n'est pas de l'écologie, c'est du jardinage. Oh, Sandrine Rousseau? Non. C'est Mélenchon. Oui, bonne réponse. Jean-Luc Mélenchon. Il a été plus rapide. Remarquez, c'est drôle. Pour une fois, c'est pas seulement qu'il a été plus rapide, c'est qu'il a donné la bonne réponse. Oui, mais Franck l'a dit juste après. Alors, c'est un problème de rapidité intellectuelle. Non, mais Franck, il n'est pas question d'être de bonne foi dans cette émission. Je ne serais pas là si c'était une question de bonne foi. Non, de toute façon. Cette période-là de l'émission, c'est-à-dire que tout est permis. Allez. C'est la foire d'empoigne. Qui c'est qui l'a dit, Daniel? Qui c'est qui l'a dit? L'année 2024 sera meilleure que l'année 2023. Je suis convaincu que les prix vont baisser un peu plus vite. Bruno Le Maire. Bonne réponse de Daniel. Bravo. Allez, qui c'est qui l'a dit? C'est drôle en plus. Oui. Nous avons fait, attention, nous avons fait 22% à l'élection présidentielle. Nous sommes la seule gauche d'Europe qui peut gagner. Allez, Daniel. Je ne sais pas. Un mot, un nom. Je vais redire, je sais pas, Jean-Luc Mélenchon. Non. Je ne sais pas. C'est le même parti. C'était sur Sud Radio ce matin. C'est Panot. Bonne réponse. C'est Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy. Il fait tout le temps. Non, je lui concède. Il fait tout le temps ça. Qui c'est qui l'a dit au sujet de l'autonomie de la Corse? La France va s'émietter, c'est peut-être ce que souhaite Emmanuel Macron, déconstruire la nation française. Je pense que c'est son dessein. Daniel. Il est président. Vice-président, pardon. Oui. Vice-président, ça peut pas être Gérard. Non, c'est pas Gérard Larcher. Non. Bonne réponse, Chenu. C'est Chenu. Sébastien Chenu. Il est vice-président, Sébastien. Vice-président de l'Assemblée nationale. Il est vice-président. Il a pris du galon. Ça fait plus d'un an. On a voulu lui enlever, mais... C'est vrai. C'est Bardella qui est président. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Daniel. J'ai fait le job pendant la crise du Covid. Olivier Véran. Non, c'est l'autre. Bachelot. Non, c'est Buzyn. Bonne réponse de Philippe Bilger. Agnès. Je voulais dire Buzyn, j'ai dit Bachelot. C'est un B. Pourtant. Voilà. Qui c'est qui l'a dit? Je suis féministe, mais je ne suis pas féministe comme toutes les féministes. Sandrine Rousseau. Non. Michel Sardou. Non. C'est une femme et ça n'est pas une politique. Catherine Deneuve. Bonne réponse de Daniel. Catherine Deneuve. Attention, qui c'est qui l'a dit? Je déteste le féminisme, je déteste le wokisme, je hais ce siècle. Daniel. C'est pas Michel Sardou. Si, bonne réponse. Aïe. Vous me direz, la Bretagne, c'est pas très loin des lacs du Connemara. Ouais. Qui c'est qui l'a dit? Ouais. Frauder, c'est voler. Emmanuel Macron. Non. Marx. Groucho ou Carl? C'est un ministre. C'est un ministre. Non, un autre ministre. Darmanin. Non. C'est qui les comptes publics, bon sang? C'est bien ça. Public, bon sang. Attends, c'est le... oui. C'est le oui. De Normandie, c'est pas lui? Non, il n'est plus là, il est plus ministre. C'est qui Cazenave. Bonne réponse. Thomas Cazenave. Thomas Cazenave. On a encore quelques questions. Avoir la moitié de ses poids parce que je lui ai soufflé le ministère. Bon. Allez, dernière question. Écoutez bien, Daniel. Qui c'est qui l'a dit au sujet du harcèlement scolaire? Ne minimisons pas ce que disent les enfants. Gabriel Attal. Non. Plus haut. Bonne réponse, Elisabeth Borne.
Et j'ai envie Elisabeth Borne est bien. Ouais. Et donc on en est où? 5 pour Philippe Bilger, qui est dans une forme olympique. 3 pour Daniel. Incroyable. 1 pour Elisabeth Lévy. Et Franck Tapiro a déjà un forfait. 0 pointé. Bravo Daniel. Vous m'inquiétiez au départ. Allez, vous restez avec nous. Dans 10 minutes, le tour de table de l'actu. Philippe Bilger, on parle de quoi avec vous? Des policiers qui sont accusés à tort pour les refus d'obtempérer. Franck Tapiro. Mon coup de gueule, je l'ai dit tout à l'heure, le service client des grandes compagnies qui ressemble à du sévice client. Elisabeth Lévy. On peut dire mince à l'ONU et même on doit. Voilà. Vous restez avec nous, on fait une petite pause. Le journal, on vous parle un peu de rugby avec Quentin Cabanis et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chaque jour, on est ravis de vous retrouver avec Philippe David et nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, et Franck Tapiro ce soir, publicitaire. Et vous au 0826 300 300. En attendant, c'est le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et Félix Mathieu, un Intermarché de Charente-Maritime ciblé par des critiques après avoir interdit l'entrée aux adolescents. Oui, le directeur de ces Intermarchés de Saint-Jean-d'Angély en avait gros, visiblement mardi, quand il a placardé cette étonnante affiche à l'entrée de sa grande surface. Intermarché, tous unis contre la... Les jeunes, petits cons de la dernière averse. Vu la recrudescence des vols, les jeunes en âge d'être au collège ou au lycée ne sont plus autorisés à entrer dans le magasin sans l'accompagnement de leurs parents. Le message n'est pas très bien passé auprès de tous les clients. L'une d'elles, Séverine, a posté un message sur Facebook, je la cite. « J'avais demandé à mes filles de me faire 2 ou 3 courses. Elles m'ont téléphoné en me disant « Maman, on ne peut pas, on a l'interdiction de rentrer, on s'est fait sortir. » Cet internaute promet de boycotter désormais l'établissement. Son message, repéré par le journal Sud-Ouest, a été partagé plus d'1 millier de fois par des utilisateurs qui parlent de discrimination ou bien qui suggèrent au magasin d'embaucher des vigiles. De son côté, l'Intermarché de Saint-Jean-d'Angély précise que l'affichette a été retirée le soir même, mardi. Il s'agissait donc d'envoyer un message fort durant quelques heures et l'établissement de s'agacer sur Facebook. Tout le monde parle de l'affiche, mais très peu parlent du problème d'origine, les vols dans le magasin. Et de préciser au passage, une fois le coup de gueule passé, les collégiens et les lycéens sont désormais les bienvenus dans le magasin. Ouais, une réflexion. Le problème, c'est qu'il y a des réactions brutales à une délinquance qu'on ne supporte plus. Elisabeth Lévy. J'ai rien de plus à ajouter à ce que bien vient résumé de dire Philippe. Il faut se mettre à la place, je trouve, des patrons de magasins. C'est qu'à un moment, il y a des vols, et puis à un moment, il y a des bandes organisées qui s'organisent avec des heures où ils savent que il y a un peu plus de monde, donc ils peuvent un peu plus se planquer. Donc c'est organisé, c'est pas 1 ou 2 personnes isolées. Là, ce serait totalement scandaleux. C'est des bandes organisées qui vont donc. À un moment, on organise après de la sécurité par des vigiles, puis des caméras, puis à un moment, on n'en peut plus. Et je pense que c'est quelqu'un d'excédé qui a fait cette affiche. Donc c'est trop facile de regarder cette affiche en se disant « Oh, quel scandale !» C'est vrai, en tant que parent, ça me paraît dingue. Mais je suis persuadé, quand on interroge ce commerçant, connaissant bien plus l'enseigne Intermarché où ils sont, eux, alors proches de leurs clients, je peux vous dire qu'à mon avis, il devait y avoir une succession de vols ça commence en à coûter permanence. cher, surtout. Et puis on devient dingue. Et puis c'est 5% du chiffre d'affaires à peu près en moyenne. Donc c'est énorme. Pardon d'embêter le publicitaire, mais je ne suis pas sûr qu'une quelconque enseigne de la grande distribution soit proche de ses clients. Ah, on va en parler. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Je sais que c'est votre boulot, mais quand même. C'est pas mon boulot. Je suis extrêmement dur. On le sait, puisque c'est mon coup de gueule du jour, avec justement ce que j'appelle les services clients. C'est-à-dire ces boîtes qui organisent aujourd'hui des services clients digitalisés, numériques. Vous passez 4 heures en ligne avec 20 centimes la minute. Ensuite, vous allez sur Internet, vous vous paumez. Vous pouvez pas envoyer de mail, etc. On va en parler tout à l'heure. On va en parler dans quelques instants. Je suis pas d'accord avec la grande distribution. En attendant, venons-en à ce tweet de la syndicaliste policière Linda Kebab. Une publication très partagée de la déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police. Michael G, principale mise en cause de l'attaque contre les policiers samedi. Violent, anticapitaliste, antimondialiste, anarchiste, saccageur de fast-food. Il a échappé à la détention provisoire car en formation au sein de la multinationale viandarde Burger King. Des hypocrites, ajoute Linda Kebab. Publication grinçante, très partagée depuis notamment par d'autres responsables policiers comme Abdoulaye Kanté ou bien Grégory Joron. À juste titre, car j'adore les donneurs de leçons dont les actes ne collent pas du tout avec les principes. J'avais hurlé de rire il y a quelques années en voyant un télévangéliste américain qui multipliait les sermons homophobes se faire paparazzer en sortant d'un backroom. Un moment qui rappelait le début de la cage aux folles quand le président du
rassemblement pour l'ordre moral mourrait dans les bras d'une prostituée mineure. Et ce tweet de Linda Kebab met ce Michael G dans la même catégorie de personnages. Il saccage des fast-food et est anticapitaliste, mais travaille chez Burger King, ce qui n'a rien d'incohérent, vous en conviendrez. Michael G qui manifeste contre les violences policières en étant un multirécidiviste de la violence, y compris contre les policiers. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, Philippe Bilger. Oui, vous avez, je ne discuterai pas votre indignation, elle est très pertinente. Je suis gêné par le principe général, parce que quand je m'examine, moi qui suis d'une intégrité absolue, il m'arrive là, vous avez gagné le prix de l'humour. pourtant de contredire un peu des préceptes que j'invoque volontiers pour les autres. Donc j'essaye tout de même de mesurer il hérite son intégrité. Je crois que j'ai mal entendu, mais il y a une internationale viandarde à laquelle je pourrais adhérer, c'est où? Il y a un logo, il y a un local. Ça s'appelle Burger King apparemment. Oui. On va remercier quand même, on est en train de déguster la rosette de Lacaune où Sud Radio était en émission vendredi dernier. Je crois, Franck Tapiro, que vous êtes un grand amateur de charcuterie. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est bonne parce que d'abord elle est sèche, elle est très bien faite, je trouve que le goût très est peu grasse. Très peu grasse, absolument. Le goût est juste assez prononcé, elle est très équilibrée, comme on dit, j'aime bien ce mot, ça fait un peu, vous savez, les émissions comme Top Chef, tout ça. En tout cas. Allez, elle mériterait un peu de vin. Et on les embrasse. Elle a de la robe. Allez, dans quelques instants, le tour de table de l'actu des vraies voix. Avec vous, on parle de quoi, Philippe Bilger? Des refus d'obtempérer et de la police. Avec vous, Elisabeth Lévy? Du machin. Et du machin, d'accord, très bien. Et avec vous, Franck Tapiro? Les faux services clients. Et bien voilà, on en parle dans quelques instants. 0826 300 300, vous pouvez bien entendu commenter. Et on sera ravis de vous accueillir. À tout de suite. Mais nous ne sommes pas seuls jusqu'à 19h avec Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, Franck Tapiro, publicitaire, et Philippe Bilger, bien entendu, comme chaque jour, président de l'Institut de la Parole. Tout de suite, c'est le tour de table de l'actu des vraies voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, finaux. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on avait le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, vous êtes contre ceux qui accablent la police au lieu de dénoncer les refus d'obtempérer. Oui, en fait, c'est un sujet que je devais traiter hier sous le mode de l'accusation et que j'ai récupéré pour mon point de vue d'aujourd'hui, grâce à Ottilie. Au fond, on a eu le rapport annuel de l'inspection générale de la police nationale, et ce qui m'a intéressé, c'est de voir que malgré les polémiques sur les refus d'obtempérer, en 2022, il y a eu 38 morts après, non pas des refus d'obtempérer, mais des volontés de porter atteinte à l'intégrité de la police, et donc il y en a eu moins que dans les années précédentes. Ce qui a d'intéressant, alors qu'on aurait pu penser l'inverse, compte tenu de certains propos incendiaires contre la police. Et il faut bien voir que 38 morts, c'est 38 morts de trop, bien sûr. Ce sont des tragédies, mais quand on voit l'augmentation drastique des refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. Absolument. C'est donc la démonstration de la maîtrise et de la mesure de la police lorsqu'elle est confrontée à des voyous, des transgresseurs, des gens qui sont poursuivis, qui ne veulent pas être interpellés ou qui sont dans un état alcoolique ou sous drogue, qui n'ont qu'une envie, c'est d'échapper à la police par tous les moyens. Et donc je fais ce point de vue pour ajouter ma petite pierre à la défense de la police quand elle mérite d'être défendue. Elisabeth Lévy? Oui, évidemment, mais moi je pense même qu'il est scandaleux qu'on demande aux policiers de prendre des risques pour ne pas faire courir de risques aux voyous. Je pense qu'il faut dire urbi et torbi, c'est un métier dangereux. Refuser d'obtempérer, vous vous mettez en danger. Pourquoi? Parce que les policiers ont le droit de faire usage de leur force. Et en fait, tout le monde dit, ah oui, c'est méchant, c'est pas bien de penser comme ça, mais c'est ça qui va sauver les futurs. Parce qu'à force de pas être dissuasif, pourquoi on a tant de situations graves qui se
traduisent par des accidents, parce qu'ils pensent qu'il ne va jamais rien se passer. On n'est plus dissuasif. Et c'est très mauvais pour les futures victimes. Voilà. Et puis vous avez raison, Elisabeth, ils n'osent jamais aller au bout de ce que la loi leur permet. Est-ce que les citoyens attendent, puisque n'oublions pas que les premiers défenseurs du pacte citoyen dans la rue, ce sont les forces de l'ordre, ce sont les gardiens de la paix. Gardiens de la paix. Ils sont nos premiers représentants. Donc en fait, de fait, je défends la police, c'est qu'il est même impensable quand on est citoyen de ne pas les défendre de fait. En revanche, bien entendu, quand certains, je dis bien certains, se comportent mal, ils doivent être non seulement attaqués, mais pris en exemple, et donc logiquement ils doivent être punis un peu plus que la normale. Maintenant, aujourd'hui, par rapport au refus d'obtempérer, c'est quoi? Pour moi, c'est la rupture, c'est la frontière. Si on baisse les bras par rapport à cela, on ne pourra plus jamais rien rattraper, ni au niveau de la police, ni au niveau de la justice. On ne pourra même pas parler de peine, ni d'application des peines, puisque on laissera tellement faire, on a tellement peur finalement, qu'in fine, quand on a peur, on ne peut plus répondre. Donc encore une fois, c'est un débat pour moi qui est républicain, citoyen et fort, qui n'a même rien à voir avec la police elle-même. C'est où se place la barre des citoyens et de leur sécurité. Et donc si on se sent fort dans une république, on en parlait tout à l'heure, avec des vraies valeurs citoyennes fortes, de droits, de devoirs, on doit tous se battre pour que ce refus d'obtempérer soit la base. Sinon, s'il n'y a pas de refus, si ce refus d'obtempérer, on va dire, oh c'est pas grave, on peut pas comment ça, quand on fonce sur des policiers qui vous demandent d'arrêter et que le policier n'a pas d'autre choix que de tirer, il ne faudra pas s'étonner demain qu'on soit à côté de la plaque du pacte républicain. Et ça ne me va pas du tout. Elisabeth Lévy, l'ONU, qui donne son avis sur l'interdiction de voile de la délégation française des JO, une information qui peut largement vous agacer. Non mais c'est donc De Gaulle, le général de Gaulle appelait l'ONU le machin qui a quand même un certain pouvoir, peut-être pas à l'Assemblée générale, mais le Conseil de sécurité qui a quand même un certain pouvoir, et surtout l'Assemblée générale pour tous ceux qui se gargarisent du multilatéralisme. Si vous voulez, c'est une espèce de grand forum où les pays les plus pourris, j'allais dire, les moins démocrates, les plus terribles pour les femmes, peuvent prendre la parole exactement à égalité avec la France ou le Liechtenstein, qui certainement est très démocratique, justement, je prenais où je voulais, ou la Suisse, si vous voulez. Et récemment, si vous voulez, il y a un truc qu'ils détestent, c'est notre laïcité. Ils détestent notre laïcité, c'est islamophobe, enfin, tout le discours débile des woke, si vous voulez, qui ne se sont jamais penchés vraiment sur le sujet, je veux dire, nous est servi, ou des insoumis. Le secrétaire général de l'ONU parle comme un insoumis, il dit que l'interdiction de l'abaya, c'est aussi mal que l'obligation du voile, en gros, donc vous avez compris, il y a des pauvres femmes à qui on oblige à enlever leur abaya, vous comprenez, elles sont vraiment, c'est comme les femmes en Iran. Et là-dessus, si vous voulez, hier on apprend que l'Iran fait son entrée à la commission femmes de l'ONU, la commission droits des femmes de l'ONU, c'est vous dire l'Iran qui est déjà au Pakistan, qui comporte déjà le Pakistan, et d'autres États comme ça. Et pour finir, la commission des droits de l'homme explique qu'il n'est pas normal du tout, que c'est pas possible que pour les JO 2024, les athlètes françaises se voient interdire de porter le voile. Alors, il faut dire à ces gens qu'ils aillent s'occuper de leurs oignons, que les JO 2024, ça se passe en France, si vous voulez. Et je crois que pour l'instant, alléluia, réjouissons-nous, Madame Oudéa Castéra semble être sur cette ligne. Philippe Bilger, pour faire réagir, je crois même qu'il y a quelques années, l'Arabie Saoudite avait été nommée à la tête de la commission des droits de l'homme de l'ONU. Mais ça me paraît parfaitement normal. Ces pays savent ce qu'il ne faut pas faire. Donc il est logique qu'ils... Non mais c'est extraordinaire, mais c'est ça le multilatéralisme. Au-delà de notre indignation, à tous les gens qui vous disent que c'est merveilleux, on va tous s'aimer, on va tous parler. Si vous voulez, le multilatéralisme, ça marche aussi bien à l'échelle internationale que le multiculturalisme à l'échelle nationale. Enfin, l'ONU, ça fait longtemps que l'ONU se distingue par des frasques, parce que ce sont des frasques. Mais ils en deviennent même comiques. L'anti-israélisme primaire et permanent. Là, ils ont quand même 20 ans d'avance. Mais si les Monty Python étaient encore en activité, je suis absolument convaincu que leur prochain film aurait été une parodie sur l'ONU. L'ONU est une parodie vivante depuis des années. Et ça
s'inquiètent pas, certains chefs d'État qui continuent encore à faire référence. Il est grand temps que ces gens-là se regardent un petit peu dans la glace ou qu'on les secoue un petit peu pour montrer les aberrations qu'ils acceptent. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, leur rôle, est-ce qu'il y a encore une efficacité de l'ONU? Alors, je suis absolument convaincu qu'ils ont une influence plus médiatique. Qu'une influence politique réelle. Quand on voit l'absurdité avec l'Iran qui participait il y a quelques années encore, pareil au Conseil de sécurité, l'Afghanistan, enfin, c'est absolument le Pakistan, pardon, c'est absolument absurde. Donc je pense que il faut un peu de bruit. Les médias les reprennent, les médias woke et les médias, on va dire, intéressés par ce genre d'idées, les reprennent en permanence. Mais d'un point de vue pratico-pratique et politique, je pense que pour l'instant, ça n'a absolument aucun impact. Ça gêne au Moyen-Orient, au Proche-Orient, par exemple, les relations entre Israël et ses voisins, ça c'est clair. Puisque quand on voit le paradoxe les absolu... critiques, vous avez tort, les critiques permanentes dans le monde anglo-saxon de nos lois, sur le voile, de nos lois, etc., nourrissent énormément le discours de cette mouvance ici. Oui, je parle de mouvance, légitime. Mais en termes politiques, je parle en termes de politique au pouvoir, ça n'a pas d'action et de répercussion directe. En revanche, qui dit médias dit forcément ces groupements, ces communautés, comme on dit, qui sont minoritaires, mais qui ont du coup un impact majoritaire. C'est ce qu'on observe d'ailleurs dans énormément de sujets, c'est que ce sont des petites communautés qui font le plus de bruit. Voilà, pour l'instant. C'est un outrage pour les victimes de ces pays. Allez, vous restez avec nous. On va faire une petite pause. Franck Tapiro, on va parler des services clients avec vous dans quelques instants. Puis à 18h30, vous le savez, on va revenir sur les punaises de lit. On en entend parler depuis des mois maintenant. La ville de Paris qui réclame au gouvernement des assises de la lutte contre ce fléau. Le ministre des Transports a même convoqué les opérateurs de transport pour préparer une contre-offensive. Et les chiffres, on vous donnera les chiffres qui sont surréalistes, Philippe. Absolument, des chiffres surréalistes, puisque 10% des foyers, on va dire ça comme ça, des appartements, des maisons en France, sont touchés par près de 15, c'est ça, par les punaises de lit qui sont véritablement un fléau, mais on en trouve partout, au cinéma, dans le métro, dans le train, etc. Vous voulez réagir, vous êtes victime des punaises de lit, appelez-nous au 0826 300 300. On revient dans un instant, merci de votre fidélité, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est la suite des vraies voix, bienvenue. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy et puis Franck Tapiro aussi. Il y a quelques instants, on revenait sur l'ONU avec Elisabeth Lévy, sur cette interdiction du voile de la délégation française au JO. Et puis Philippe Bilger revenait sur la police, sur la dénonciation de refus d'obtempérer. En tout cas, on en a parlé il y a quelques instants. Et vous, Franck Tapiro, il vous est arrivé un petit truc tout à l'heure. Oui. Et finalement, c'est devenu un sujet puisque ce que vous allez nous dire est assez redondant. C'est-à-dire que c'est notre quotidien, en fait. En fait, c'est notre quotidien. Je voulais parler des services clients. Vraiment, pendant des années, j'ai travaillé avec des marques sur leur communication et je leur disais toujours que leur première valeur, c'était évidemment leurs clients. Alors ça, c'est facile à dire, mais après, il faut le faire. Ouais. Et surtout, c'est facile à promettre, mais après, il faut agir. Et moi, j'appelle en fait ça depuis des années, non pas le service client, mais les sévices clients. Et je ne suis pas le seul. Et je le vois dans tous les domaines. Tout à l'heure, ça m'est arrivé avec une compagnie de VTC, et je vais la citer parce qu'à un moment, il y en a marre. Free Now, mais citons aussi Uber. Alors que j'étais le premier à dire du bien d'eux quand ils se sont lancés, pour disrupter le marché. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? D'abord, ils viennent jamais, ou alors ils viennent en retard, ou ils viennent à la mauvaise adresse, et c'est toujours de votre faute. Ils vous préviennent pas, ils vous appellent pas, alors vous êtes là, vous appelez, mais vous appelez dans le vide, ou vous appelez un standard. Alors après, vous allez sur le site, et puis vous faites une réclamation, et puis pendant ce temps-là, l'heure tourne. Ils vont envoyer de temps en temps un taxi, enfin une voiture, pardon, on peut pas dire taxi. Ils viennent pas, vous vous plaignez. Pendant ce temps-là, ils vous prennent les fameux 5 € de réservation. C'est toujours votre faute. Et des semaines après, ben vous parlez dans le vide parce qu'ils ne reviennent pas vers vous. Je parle des compagnies aériennes où vous êtes sur des sites où ils vous disent d'emblée, attention, mettez-nous toutes les informations que vous est-il arrivé, on a raté un avion, on est en retard, oh on va prendre ça en charge. Alors vous recevez le mail, vous êtes tranquille, 8 semaines après vous n'avez pas de retour. Et il manque toujours la facture, il manque toujours. Pourquoi? Parce qu'ils attendent avec le temps que vous vous lassiez de cela. Ils n'en ont rien à faire du client. Il faut que ça s'arrête. S'il faut citer des marques, je vais en citer une. Le Club Med, mes préférés. Je suis un enfant du club depuis que j'ai 7 ans. Ils m'ont écœuré du Club Med. Pourquoi? Parce qu'ils vous font aujourd'hui payer des vacances à un prix de dingue. Oui. Le service n'est pas en face et la qualité, alors n'en parlons même pas. N'en parlons même pas. Quand vous les appelez, ils vous appellent. Ah, puisque vous êtes un peu connu, c'est injuste.
parce que ce n'est pas du tout équilibré. Quand vous êtes connu, alors ils vous appellent. Puis à un moment que vous appelez un peu trop parce qu'il y a plus en plus de problèmes, ils préfèrent vous dire, ne venez plus au Club Med. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on est capable de faire des listes noires de clients pour dire ok, on va vous rembourser peut-être, mais en tout cas, vous allez vous engager à plus venir. Ça m'est arrivé, j'ai toutes les preuves, j'ai les courriers recommandés, etc. Ouais. Ce sont des fous. Donc aujourd'hui, il y a des marques. Ils sont peut-être pas comme ça avec tout le monde. Mais ils sont peut-être pas comme ça avec tout le monde, mais aujourd'hui, c'est vrai dans l'hôtellerie, c'est vrai dans les transports, c'est vrai dans énormément de marques comme ça qui se permettent. Alors, de vous demander, vous êtes un robot. Vous êtes sûr que c'est pas vous qui leur avez fait vivre l'enfer? Non, j'ai toutes les preuves, ils les ont aussi. Parce que la liste est longue. Ils les ont aussi, mais je peux vous dire que la liste est longue. Un dernier voyage, on était 900, il y a eu 300 réclamations sur les 900 personnes. Donc à un moment, on est dans l'ordre. 300 réclamations. Et dernière chose, ce qui est incroyable, c'est que par exemple aussi quand vous remplissez le questionnaire, on vous demande à un moment, est-ce que vous êtes un robot? Vous avez vu? Il faut cliquer. Mais le problème, c'est que vous parlez à qui? Vous parlez à un robot. Parce que le fameux Jean-François qui vous répond, il n'existe pas. C'est un prénom calculé au hasard. C'est un robot qui vous répond. Donc on prend les clients pour des cons, pour des robots, mais en revanche, eux, ils ont le droit à tout. Eh bien non. Toutes les grandes marques, et j'ai travaillé avec toutes les grandes marques françaises et internationales, doivent se dire que nous sommes votre valeur. Nous sommes votre richesse. Sans client, il n'y a pas de marque. Donc arrêtez d'appeler un service client ce qui ne produit que du service. Et le paradoxe, Franck, c'est que pour Uber, par exemple, ce sont les marques les moins fiables qui vous envoient des instructions un quart d'heure avant, délirantes, en disant soyez à l'heure, et ils ne viennent pas, ou alors ils annulent. Exactement. Une injonction. Non, mais il y a deux choses. La première, c'est l'irresponsabilité dont je parlais tout à l'heure. Donc les gens vous disent, c'est pas moi, c'est Orange ou Bouygues ou je sais pas quoi. Je dis, mais vous travaillez pour qui? Excusez-moi. Vous bossez pour qui? Vous êtes mon interlocuteur. Donc il y a une irresponsabilité. Mais c'est, je pense, aussi lié au fait que, si vous voulez, vous avez ces plateformes. Si vous voulez, les gens n'ont absolument aucun rapport avec ce qu'ils vendent, avec ce qu'ils vendent pas. On sait pas. Des sous-traitants. Et que ceux qui ont amélioré, parce qu'il y a certaines boîtes où ça s'est amélioré, c'est des gens qui ont rapatrié leur service client en France, où les gens, moi je pense à une boîte que je ne vais même pas citer, mais qui vend du matériel Wi-Fi, pas Wi-Fi, de son. Vidéo et son et tout ça. Et là, vous avez des gens qui connaissent leur boulot, mais simplement, si vous voulez, vous pouvez pas, comme consommateur, demander en permanence que les prix de tout soient au prix du travail à Marrakech ou à Pékin ou je sais pas où, et après vous plaindre, si vous voulez, que vous n'avez pas un service grand luxe. Il faut à un moment arrêter ce truc. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, Elisabeth, même en on et off, pour les distributeurs, eux ont vraiment le sens du client. Un exemple, quand il y a eu la montée de l'inflation, qui ont été les premiers à aller à Bercy pour faire un collectif, c'est les distributeurs, c'est Intermarché en tête, suivi de Carrefour et de tous les autres. Ça veut dire quoi? Ils ont été capables de travailler sur leur marge justement pour faire baisser les prix, pour ne pas l'impacter sur les clients. Je suis désolé, mais ça pour moi, c'est une vraie empathie vis-à-vis du client. C'est trop facile. C'est pas de l'empathie, c'est des intérêts bien compris. Non, et ça nous suffit. Ils n'ont pas attendu qu'on leur demande, ils sont allés voir Bruno Le Maire. Je m'en fous qu'ils soient empathiques, c'est pas de l'empathie. C'est ça aussi. Mais si, c'est ça, on pense à son client. C'est ne pas leur faire subir. Arrêtez de nous fourguer de l'entreprise. On n'a pas besoin de prendre des cours d'empathie, c'est bien. Allons enfants de l'empathie. Pour l'anecdote, j'ai appelé hier un service client parce que j'avais acheté un truc dans un magasin et on m'a dit, et j'ai dit c'était où, avenue des Champs-Élysées, on m'a dit comment vous écrivez Champs-Élysées. Si c'est quelqu'un qui est au fin fond de l'Inde, il ne sait pas comment on écrit. Voilà. Et c'est pour ça que je me dis ça. Allez, vous restez avec nous. Dans quelques instants, on va revenir sur ces fameuses punaises de lit. La ville de Paris réclame au gouvernement des assises de la lutte contre ce fléau. Le ministre des Transports a même convoqué les opérateurs des transports pour préparer une offensive. Avez-vous peur d'être victime de punaises de lit? Pour l'instant, vous nous dites oui en majorité. On va en parler bien entendu dans quelques instants. Notre invité, Romain Coutura, est avec nous, expert en punaises de lit, entre autres. Directeur de la société Doctector est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Petite question avec les punaises de lit. Est-ce que finalement on a ignoré un vrai sujet de santé publique? Alors non, je pense pas qu'il a été ignoré, mais je pense qu'il a été un peu sous-estimé. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300. À tout de suite. Et dans notre train, dans notre bus, dans notre métro, nous avons Philippe Bilger qui est avec nous, Elisabeth Lévy et Franck Tapiro, publicitaire. Et on dit, effectivement, on parle des transports puisque on parle des punaises de lit et c'est le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio.
le coup de projecteur des vraies voix. Et les punaises de lit font trembler la mairie de Paris, entre autres, la RATP, la SNCF, forcément, et les hôtels et aussi les cinémas, alors que la France entière s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques et les Paralympiques en 2024. Emmanuel Grégoire, le premier adjoint de la mairie de Paris, dans une lettre adressée à la première ministre Elisabeth Borne, demande un plan d'action à la hauteur de ce fléau. Oui, selon un rapport de l'ANSES, les punaises de lit concernent plus d'un foyer sur 10 en France. Le ministre des Transports convoque les opérateurs de transport pour préparer la contre-offensive. En chiffres, 230 millions d'euros sont dépensés chaque année par les foyers français ont été entre 2017 et 2022, pour éradiquer les punaises de lit, soit une moyenne de 866 € par foyer. Oui, c'est énorme. Avez-vous peur d'être victime des punaises de lit? Pour l'instant, vous dites en majorité oui. Et Romain Couturat est avec nous, expert de ce fléau, bien sûr, directeur de la société Dog Tector. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Philippe Bilger, on a l'impression de découvrir un truc énorme qui dure depuis. Et là, c'est presque l'actu du moment, quoi. On aurait pu être tenté de tourner en dérision punaise de lit, et malheureusement, aussi bien officiellement que officieusement, j'apprends que c'est un phénomène très très préoccupant, et j'ai lu un quotidien aujourd'hui. Je me souviens, il y a 3 semaines, être allé au cinéma et on m'avait prévenu de pas me tenir au fond de la salle parce qu'il y avait des punaises de lit. Ça m'a alerté, et au fond, j'entends que c'est un problème non seulement physiquement très impressionnant, mais qui peut créer, Franck l'a dit tout à l'heure, des phénomènes psychologiques extrêmement traumatiques. Absolument. Elisabeth Lévy. D'abord, j'apprends que ces punaises de lit ne sont plus de lit seulement, puisque vous me dites qu'il y en a partout dans les cinémas, dans le métro, etc. Donc ça, déjà, si vous voulez, c'est un peu... En fait, j'aurais répondu non à votre question hier, et maintenant que je vous ai entendu, maintenant j'ai peur, et même, je dois vous avouer, depuis tout à l'heure, ça me gratte. Si vous voulez. Donc, je suis... Et je voulais quand même... Il y a eu aujourd'hui un petit épisode, comme nous les aimons, sur les réseaux sociaux. Pascal Praud s'est fait lyncher parce qu'il avait osé poser la question, est-ce que ça a à voir avec les migrations? Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il considère que les migrants sont en soi des êtres qui ne seraient pas sains. Ça veut dire que je découvre que dans la zone d'attente de Roissy, les associations qui s'occupent des migrants sont parties parce que cette zone d'attente est infesté de punaises de lit, et comme le Covid, et comme j'imagine tout à fait d'autres maladies, plus vous avez de mouvements de population, plus ces choses se déplacent. Donc si vous voulez, le procès en sorcellerie qui est fait à Pascal Praud depuis ce matin est complètement délirant. C'est pas son premier. En fait, c'est tous les déplacements de population, comme en ce moment avec la Coupe du Monde de rugby, et on le sait, puisque tous les experts sont d'accord là-dessus, plus il y a de monde, plus il y a de propagation. Alors, ce qui est terrible avec les punaises de lit, moi je travaille pour une boîte qui s'appelle La Vie Pure, que vous devez connaître sûrement, qui est un des spécialistes là-dedans, et on voit ce fléau augmenter d'année en année. Ce qui est incroyable, c'est l'exponentiel depuis quelques mois. Donc non seulement, on l'a dit tout à l'heure avec Philippe, c'est que ça provoque, alors quoi, c'est des démangeaisons assez fortes, des rougeurs, mais surtout ça rend les gens dingues. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir s'en débarrasser. Quand on parle du frelon asiatique, quand on parlait de ce qu'on appelle aujourd'hui les nuisibles, on peut plus dire des trucs, on dit les nuisibles, ou quand on parlait du moustique tigre, on sait que c'est un fléau, mais on arrive à se dire il y a une parade. Là, il y a une parade très compliquée, parce que d'abord... Et cher. Et cher, pourquoi? Il faut faire venir des chiens, par exemple. On le fait, par exemple, chez UGC. Des chiens, de la vapeur, etc. C'est un processus incroyable pour espérer s'en sortir. Il n'y a pas une garantie de résultat. Donc les gens deviennent dingues. Et surtout, ça se propage à une vitesse de dingue. Et plus ça dure, plus on se dit que finalement on ne pourra pas s'en sortir. Et les gens sont déprimés par les punaises de vie, finalement. Il faudrait peut-être qu'on change le nom, c'est vrai. Punaises de vie, c'est impropre. Allez, Romain Couturat est avec nous, expert des punaises de lit et directeur de cette société Dog Tector. Donc, je pense que vous devez avoir un peu de boulot, vous, en ce moment. Là, énormément, effectivement. Là, ça n'arrête pas. Il y a vraiment un emballement autour de la punaise. C'est là tous les jours. On est, nous, à une centaine d'appels minimum. Alors, ce qui est important, c'est que pour qu'on comprenne bien d'abord comment on s'en rend compte, à quoi ça ressemble, et c'est quoi le danger. Alors, le premier vraiment facteur, ça va être les piqûres. C'est la première chose que vous allez voir sur votre corps avant même de voir des traces, de chercher des traces ou autre. Si vous êtes en début d'infestation, vous n'allez pas voir grand-chose. D'accord. La punaise, elle va être petite, ou même si elle est adulte, elle va très bien se cacher. Quand vous dites des piqûres de multiples, beaucoup de piqûres, j'imagine. Mais même une punaise peut piquer plusieurs fois en une nuit parce qu'elle a besoin de 10 minutes pour faire son repas. Donc, si elle n'arrive pas à le faire en une piqûre, quoi qu'il arrive, elle va finir son repas. Donc elle va piquer plusieurs fois. Si vous bougez la nuit, elle va piquer plusieurs fois. Et elle meurt pas après? Ah bah non.
Là, elle est plutôt rassasiée et en pleine forme. Et elle risque pas de donner des maladies comme la maladie de Lyme pour les tiques. Non, c'est pas vecteur de maladie. Par contre, on sous-estime le traumatisme psychologique derrière. Donc c'est ça qui est important maintenant à prendre en compte. Pour les particuliers, c'est que une fois qu'ils ont été touchés par la punaise, il y a une paranoïa quotidienne qui s'installe. Psychose. Ouais, une psychose totale. Dans le elle peut se piquer partout. Oui. Et ça se reproduit rapidement, c'est quoi? Ouais, en fait, les caractéristiques de la punaise font qu'elle elle se reproduit super vite parce qu'elle peut pondre tous les jours 5 à 10 œufs par jour, en étant accouplée qu'une seule fois dans sa vie. Donc, et l'accouplement est assez violent chez les punaises. Après, c'est elle a une spermathèque, donc pendant toute sa vie, elle peut conserver donc le sperme du mâle et puis pondre tous les jours. Quand on entend dire pour les bailleurs sociaux, par exemple, que si un appartement a des punaises de lit, est-ce que ça peut se propager dans l'immeuble? Totalement, oui. On parle souvent par la cage escalier, mais c'est pas ça. Bon, ça peut arriver parce qu'effectivement, si on transporte un matelas ou autre qui n'a pas été emballé, elle se propage dans la cage d'escalier, elles vont finir par rentrer chez quelqu'un. Mais elle se propage surtout par tout ce qui va être gaine technique, parquet, plafonnier, voilà, tout des... Bon, c'est quoi la parade? Parce que là, vous êtes angoissé. C'est un peu comme les mythes, en fait. Alors oui, mais c'est vraiment plus envahissant que les mythes. Et plus offensif. Là, vous allez... Oui. Là, vous dormez plus la nuit. Oui. Bon, c'est quoi la parade? Allez-y, Philippe. Est-ce qu'on les voit d'abord? Alors on les voit très bien. Alors adulte, ça va ressembler peut-être à une coccinelle. Donc vous les voyez adultes. Ah oui, quand même. Ça se voit très bien. Et à votre avis, imaginons qu'on n'en ait pas. Quelle est la première précaution à prendre, à votre avis? Pour ne pas en avoir? Oui. Là, c'est assez compliqué parce que vous pouvez prendre des précautions en fonction des lieux où vous vous trouvez. Mais sinon, l'idéal, ce serait de vivre dans un sac plastique. D'accord. Mais on peut pas vraiment le faire. Voilà. Donc, il va y avoir plein de petites techniques pour éviter de les ramener quand vous êtes en location saisonnière, dans les hôtels, etc. Dans les hôtels. Voilà. Et on est d'accord qu'on nettoie son appartement ou pas, ça changerait rien. Non, c'est pas du tout lié à l'hygiène. Alors par contre, ça peut être un facteur aggravant. Oui. Si vous êtes pas très rigoureux, soigneux, elle va forcément se développer plus vite parce que vous n'allez pas faire attention à ça au début. Donc, mais ce sera exponentiel derrière. Ce sont des chiens qui reniflent les punaises de lit, c'est ça? C'est ça. Actuellement, c'est la meilleure technique. Expliquez-nous, c'est plutôt quelle race de chiens, comment ils font, parce que c'est. Alors en soi, toutes les races de chiens peuvent le faire. Après, on essaie de choisir des chiens travailleurs, des chiens de chasse, des chiens de berger ou autres, qui eux peuvent du coup nous suivre tout le temps sur le terrain, pas prendre des chiens têtus qui ne voudraient pas bosser le matin. Il y en a, il y a des races comme ça. Du coup, n'importe quel chien peut le faire tant qu'il a suivi une bonne formation et qu'on lui a appris à discriminer les odeurs et du coup, il sera capable de sentir uniquement la punaise de lit du stade de l'œuf à l'adulte. Est-ce que le gouvernement doit vraiment prendre en compte ce fléau? Parce que vous parliez tout à l'heure de psychologiquement que c'était difficile, ça devient vraiment un sujet de santé publique en fait. En fait, c'est ça qui a été sous-estimé, c'est que pensant que elle n'est pas vecteur de maladie, du coup il n'y avait pas de danger pour la santé, mais en soi la partie traumatisante elle est totalement elle rend les gens fous et c'est ça qui a été sous-estimé par l'État, même s'ils ont mis des choses en place, mais ils doivent accompagner déjà les particuliers sur la partie psychologique et les professionnels sur du coup la vigilance en fait, parce qu'on a beaucoup aidé les particuliers mais pas trop les pros. Je crois qu'il y a pas mal aussi de gens qui travaillent sur des produits non biocides pour bloquer justement la pondaison d'œufs et pour faire en sorte que les femelles arrêtent de pondre, pour déjà bloquer la prolifération. Vous savez à peu près où on en est aujourd'hui dans l'état de la recherche? Alors ça, pas trop. Après, il y a déjà des régulateurs de croissance qui existent. Ils doivent être du coup utilisés avec insecticides aussi. Mais du coup, de base, ça reste des produits biocides. On va prendre Daniel au téléphone. Juste une question. D'abord, combien ça coûte? C'est quoi le prix moyen pour s'en débarrasser? Et ça dépend de la taille de l'appartement, j'imagine, de plein de choses. Mais voilà, ça dépend. Mais pour un traitement, on va dire qu'en moyenne, on va être entre 5 et 800 €. Ça dépend de la superficie, de la méthode utilisée aussi. Et après, ça dépend ce que vous faites avant et après. Généralement, les gens font une détection canine avant. Et après le traitement pour vérifier si ça a fonctionné. Est-ce que quand il demande, en fait, la mairie de Paris demande ce que les assurances puissent assurer les punaises de lit, est-ce que pour vous ça semblerait logique? Alors oui, et puis il en existe une déjà qui le fait. Pour l'instant c'est la seule effectivement, mais ça aide beaucoup les gens. Donc je crois que c'est 2 € par mois et ils sont assurés d'à peu près 500 € de remboursement sur l'année. Allez, 0826 300 300 et Philippe, on finira avec vous. On finira avec vous, Daniel. Rebonsoir Daniel. Rebonsoir. Oui, mais en fait c'est très intéressant et assez effrayant. J'ai lu effectivement un article dans Aujourd'hui en France ce matin, Le Parisien. Oui. Et alors en Bretagne, j'en ai pas entendu parler.
On a beaucoup de locations saisonnières. J'ai pas, avec mes collègues, entendu parler de ces punaises. Parce qu'elles n'ont pas trouvé de ciré jaune à leur taille, c'est pour ça. Allez. Il fait trop froid là-bas. Mais effectivement, les seules fois où j'en ai eu, c'est quand je suis allée en déplacement à l'hôtel, effectivement, notamment peu importe la ville, mais effectivement, ça peut arriver quand on est peut-être dans les habitations fréquentées, vous voyez, successivement. C'est ça. Oui. Restez avec nous, Daniel. J'en avais jamais entendu parler les années précédentes. Apparemment, il y en avait. Oui. Pourquoi, à votre avis, elles arrivent en masse cette année? Parce qu'elles sont comme nous, elles se développent. Donc là, elles sont, chez nous, elles sont très bien parce qu'on vit toujours dans des températures très agréables, même en plein hiver, dans notre appartement. Donc elle n'a pas de raison, elle n'a pas, si vous voulez, en réalité, chez nous, de prédateurs. À part, du coup, les traitements. Donc ça peut se développer autant que nous. On circule et on se développe. Un petit conseil, c'est-à-dire jamais mettre sa valise sur le lit, c'est quoi le conseil? Ça, oui. Alors déjà oui, jamais mettre sa valise sur le lit, puis toujours regarder un petit peu, inspecter le matelas, le sommier. Il y a des traces qui peuvent être évidentes, surtout si l'hôtel est un peu négligent là-dessus. Mais effectivement, toujours poser ses affaires dans le placard de l'entrée. Merci beaucoup Romain Coutura d'avoir été avec nous, expert des punaises de lit, directeur de cette société Doctector. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Elisabeth Lévy. Merci à vous. Merci Franck Tapiro. Merci beaucoup Philippe Bilger. Je vous remercie pour ce sujet. Ouais. Merci. Merci Cécile. Tu commences déjà à gratter. Ouais, on se retrouve lundi 17h. Absolument. Avec grand plaisir. Merci à notre équipe. Les amis, merci à notre équipe. Bon on vous week-end embrasse. à tous et à toutes. Et dans un instant, on va retrouver Thomas Binet et Philippe Loiselet pour les incontournables de la gestion de la copropriété. Et juste après, Sud Radio Rugby avec Alexandre Priam et toute l'équipe des sports de Sud Radio. Et bon week-end à tous. À lundi. Salut.